Paris, capitale de l'exil, est depuis les années 1830 la plaque tournante des idées révolutionnaires et progressistes en Europe. Marx et Engels s'y rencontrent en 1843 et de nombreux exilés politiques y trouvent refuge depuis les États allemands, polonais ou italiens. Partout en Europe gronde l'aspiration à une souveraineté populaire. Alors, nous n'avons parlé jusque-là que de Paris. Parce que Paris est la capitale des révolutions. Parce que l'Europe regarde Paris comme l'épicentre de l'espérance révolutionnaire. Mais il y a une onde de choc. Et cette onde de choc, elle ne se serait pas propagée s'il n'y avait pas eu le modèle parisien, ça c'est possible, mais elle ne se serait pas non plus propagée s'il n'y avait pas eu le relais viennois. La Vienne que nous allons chercher n'est pas celle des calèches à touristes, ni même celle que l'on trouve au Hofburg dans les appartements impériaux. En 1848, l'empereur Ferdinand Ier de la dynastie des Habsbourg n'est pas celui qui dirige réellement l'Empire. C'est le chancelier, le prince de Metternich, qui détient la réalité du pouvoir et mène la politique impériale d'une main de fer. Depuis 1815, au lendemain de la chute de l'Empire napoléonien, l'Europe est soumise à ce que l'on appelle l'ordre de Vienne, qui avait rétabli des monarchies autoritaires sur tout le continent, avec une constellation d'États italiens au sud, d'États germaniques au nord et au centre, l'énorme empire austro-hongrois qui regroupe une multitude de peuples avec une grande variété de langues et de cultures. Mais dès le 13 mars, la révolution va se propager au-delà de Vienne et inspirer d'autres villes. Le 17 mars, elle est à Venise, le 18 à Milan et à Berlin, puis à Leipzig, le 23 à Holstein, le 24 à Parme et Modène, le 27 à Budapest, le 31 à Francfort. En avril, elle arrive à Munich, à Prague, Zagreb, va jusqu'à Karlovic et Blaj en mai 1848. Turin, Florence et Rome s'étaient déjà soulevés, prenant exemple sur Paris. Entre février et mai 1848, l'Europe entière entre en révolution. Mais les insurrections européennes ne tendent pas toutes dans la même direction. Au nord et au sud, les mouvements poussent à l'unification des peuples allemands et italiens. À l'inverse, l'empire austro-hongrois est menacé d'implosion par les revendications d'indépendance de ses provinces aux langues et aux cultures différentes. Hongrois, Tchèques, Croates ou Slovènes réclament leur autonomie sans pour autant réussir à s'accorder sur les contours géographiques de leur peuple. À l'ombre des grandes déclarations d'universalisme, le printemps des peuples en Europe marque aussi l'éveil des nationalismes. L'idée qu'une nation soit en fait un pas vers l'universel, c'est une idée qui est très 19e siècle. Ça nous paraît paradoxal que parce qu'on est au 21e siècle. Au 19e siècle, on pense que si on obtient la libération de son peuple, on obtiendra par celle-là même la libération de tous les peuples et on pourra créer une fédération des États-Unis d'Europe, qui pour certains prend la forme d'une monarchie, d'autres pour la forme d'une république. Mais il n'y a aucune contradiction dans l'esprit des acteurs du temps entre les deux notions. C'est au moment où on va essayer de mettre en place ces États-nations que ces contradictions vont apparaître de façon extrêmement forte. Dans l'une des 4 gravures de la série intitulée « La République universelle, démocratique et sociale », la France accueille le cortège des nations européennes autour d'une Marianne et sous la bénédiction d'un ciel bien chrétien. Ce que l'image donne à voir, c'est la représentation d'un peuple à la fois universaliste et national. Bien souvent, dans les images du printemps des peuples, seules les couleurs du drapeau nous permettent de savoir si nous sommes à Berlin, à Milan, à Prague ou à Paris. D'un pays à l'autre, les gestes et les symboles se reprennent. Partout, on lève des barricades. Ça, c'est vraiment le motif commun qui, à toute l'Europe, qui devient l'objet révolutionnaire par excellence. L'esprit du printemps a fait long feu. Partout en Europe, les forces conservatrices reprennent violemment le pouvoir et rétablissent l'ordre de Vienne.